Bonjour Yaya Gervais, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir dialoguer avec toi en posant des questions sur un thème qui nous est très important pour le royaume Luango, pour les Viliphones, pouvoir connaître un peu ce que pensaient nos aïeux. Alors c'est sur les armoiries des peuples du Tiluangu, mais on a retenu aujourd'hui le symbole suivant, les 7 étoiles gravées sur la paume de la main. Euh, Sambwa limbota folikanda likok. Je voulais savoir, connaître ta réponse. Que veut dire ce symbole? Quelle est la signification ancestrale de ce symbole? Voilà. Bonjour mon frère, Bweka Mwangu. Njebe kuntela imakasimbandi masumbu mukunkamti ata aya njeba kupo di kuvamwa mungolo ubakantangu
utukam sinkambulu siaku usimonin siaku mumam tilimbu chitu si likande likok lisim mbot sambwali. Mon frère, cher oncle, vous avez souhaité que je puisse m'exprimer sur les armoiries de Luango concernant notre drapeau, sur lequel on peut voir une main, la paume de la main, saisissant ou en tout cas ayant à l'intérieur de celle-ci 7 étoiles. Moment Dieu kwan bubutin tangi quel kwan dim pap couvé ya kon tubil muchimputu bo woskumutu uyu mun kutub. Bonjour. Yatand ben ban munguli bayama le compane mantango il kamum kayam sinkung sho le bevango sho le kung lu tumbulango lu botiben nam nyakla mukutub mutulmoni befwana kubulang sinkungu kukama mum kayan kusentim me bukulutu besavang bikumbe biobi bob kuve atala kwa bun betubil muntu momuke muntu bokutute besu besinu tuke bimza bivanga bintu lang bim muntu tibam nat la connaissance. Le Vili pense que l'être humain, l'homme, muntu, est un être, une créature qui se caractérise des autres, qui se distingue des autres par ce qu'il a dans la tête, notamment sa connaissance. Ceci est extrêmement important pour ce qui va suivre. Il m'a été demandé de faire un commentaire sur le drapeau de Luango. Je serai obligé de faire au plus court et de dire ceci. Les premiers éléments d'information nous donnent une explication du langage ésotérique utilisé par ceux qui l'ont pensé en disant que nous avions dans ce symbole d'un drapeau bleu avec des étoiles jaunes, 7, avec une phrase Likan, Likok, Lisimbot Sambwali. Ce propos peut se décliner en plusieurs choses, mais aujourd'hui, ce que nous trouvons ici et là, des explications qu'on nous a données, c'était que la main royale s'impose sur les 7 provinces qui sont Mpili, Mchilunga, Mbanda, Ngakanu, Miyombi, Munkuni, Mbanza, Kujangala, Mukonkwango. C'était un ensemble de provinces dirigées par un prince-gouverneur qui était sous l'autorité du monarque de Mluangu, et c'est ce que cela indiquait. Pour ma part, si ce n'était que pour ça, vous n'aviez pas besoin de moi, puisque nous le savons tous, et c'est une explication qui est à la portée de tous et que tout le monde a pu lire ici ou là. Mais je pense que un drapeau, les armoiries que nous avons, vont au-delà. Au-delà, car ce sont des allégories qui expriment une pensée donnée, qui expriment même un message que je m'en vais avec vous tenter de décortiquer pour vous donner mon regard sur ceci. Pour moi, ce drapeau contient 4 éléments importants. D'abord, la couleur. La couleur, elle est bleue et jaune or, ce qui montre bien la connaissance que ce peuple a eue et avait de la métallurgie. Rappelons que la première dynastie
des rois Loango s'appelait la dynastie des rois forgerons. Et tous ceux qui connaissent les métiers de la forge, en tout cas qui y sont informés, savent que l'une des premières choses que l'on apprend dans les métiers de la forge, c'est de la colorimétrie, c'est-à-dire apprécier la température en fonction de la couleur d'un métal. Donc, ils connaissaient bien les couleurs pour pouvoir identifier la température à laquelle était un métal quand ils le travaillaient. La couleur bleue, c'est parmi les premières couleurs du spectre visible, bleu-violet, donc le bleu. Et la couleur jaune, c'est la couleur qui est au milieu de ce spectre où on est censé avoir une meilleure acuité visuelle. Ils ont gardé ces deux couleurs. Alors, la couleur bleue est connue aussi pour être une couleur royale, d'autorité, et une couleur sacrée, oui. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne va garder cette couleur pour son drapeau. C'est appelé d'ailleurs bleu roi. Le jaune or, au-delà de sa position, rappelle aussi l'or, c'est-à-dire le nombre d'or. Donc le choix de ces couleurs n'est pas totalement au hasard. Après, on peut parler des étoiles. Alors, ils auraient pu choisir des points. Non, ils ont choisi des étoiles pour plusieurs raisons. Dans la façon de faire une étoile, ce sont généralement des étoiles qui peuvent être faites d'un seul trait sans lever la main. Et ces étoiles vont rappeler des pentagrammes ou des hexagrammes. Dans les cas de figure, on aura des choses à dire. Mais on reverra tout simplement l'harmonie universelle qu'on peut retrouver à travers ces pratiques où on voit arriver la géométrie. Les étoiles évoquent également ces choses, ces éléments qu'on trouve dans l'espace, qu'on trouve dans le ciel, qui impliquent qu'ils avaient la connaissance, en tout cas ils s'intéressaient et se préoccupaient de ce qui se passait dans le ciel. Et là, nous avons donc une activité qui se fait la nuit, ma mubuilu, ma menimbi. La connaissance, ils recherchaient la connaissance la nuit en observant le ciel. C'est ce qu'ils ont voulu nous dire. Et ces étoiles que l'on va utiliser sont au nombre de 7. 7 étoiles, pour faire très court, le nombre 7 a les vertus que l'on connaît, sur lesquelles on pourrait revenir, mais les Vili avaient la connaissance de 7, car 4 fois 7, 28, 7 étant la période d'une lune, enfin des phases de la lune. Comme il y en avait 4, ça durait 7 jours, il y en avait 4, ça nous faisait 28, 28 qui correspondait à Ngondi, la durée de révolution de la Lune autour de la Terre, mais qui correspond également au menstru d'une femme, etc. Et cela dans tous les peuples. Donc, le message était que oui, ils avaient des connaissances en astronomie. On peut dire également que les 7 étoiles définissent le septentrion. C'est-à-dire, les 7 étoiles sont les constituants de la grande ourse qui indiquent la position de l'étoile polaire. Quel intérêt? L'étoile polaire se trouve exactement au-dessus de l'axe de révolution de la Terre, ce qui pourrait laisser penser qu'ils avaient une connaissance de ces mouvements cycliques de l'axe de rotation de la Terre, et donc la Terre était une sphère avec deux hémisphères. Alors, un autre peuple que nous avait la connaissance de cela, en tout cas c'est ce que nous rapportent les archives, c'était le peuple Dogon. Mais nous resterons sur Luango. Et il faudra dire qu'ils iront un peu plus loin en nous indiquant que le monarque se faisait aussi Ngangmvumb, c'est-à-dire un docteur, un expert dans l'art de couver, dans l'art de incuber. C'est-à-dire, il couve, il incuve l'œuf. Et quel est cet œuf? Eh bien, sa société, son royaume. C'est quelque chose de délicat qu'il prenait très au sérieux, qu'il couvait, qu'il sécurisait, qu'il protégeait, mais qu'il incubait également, lui donnait la vie. Et c'est à cela aussi qu'on essayait de nous sensibiliser, à attirer notre attention. Mais comment il allait le faire? En observant le ciel, en se préoccupant de l'activité qu'il y avait dans le ciel, afin d'acquérir la connaissance qu'il devrait ramener sur Terre et la mettre à disposition des siens. Et on avait là donc 3 notions importantes. La notion de maître d'ouvrage, celui qui va chercher, comprendre et ramener
au maître d'œuvre qui va organiser la fabrication et enfin à l'ouvrier qui va réaliser l'œuvre. Quelle œuvre? Ben, l'œuvre royale, l'œuvre sacrée, l'œuvre divine. C'est tout un programme. Nous avons parlé très brièvement des étoiles, mais la main. Avant d'arriver à la main, peut-être pourrions-nous parler des nombres. Eh bien, on parlait de nombre 5, mais nous allons voir aussi dans cette main le nombre 3 que l'on retrouve dans les phalanges, dans les segments de doigts. Nous allons avoir 3 segments dans chaque doigt. Donc, on voit bien qu'il y a le nombre 3 au niveau des doigts. Il y a le nombre 5, nous avons 5 doigts, et il y a le nombre 7, qui sont les 7 étoiles que l'on retrouve et qui vont avoir l'impact que nous connaissons. Il connaissait les nombres, le dénombrement. Il faut dire qu'il n'était pas loin d'un lieu important qu'on appelle le lac Édouard. Ces sociétés-là, le royaume de Loango n'était pas tout seul. Le royaume de Loango côtoyait un certain nombre de royaumes tels que le royaume de Luba, et que nous allions jusque du côté de Bandundu là-bas, où nous avons des gens du Kivu. Et au Kivu, on avait un lac, le lac Édouard, où on a retrouvé pour la première fois l'objet, le vestige le plus ancien sur Terre, stipulant la pratique des mathématiques par l'être humain, qui datait de 20 000 ans, l'os d'Ishango. Donc, il est probable qu'à un moment donné, ces gens se sont côtoyés, se sont rencontrés. Il y avait donc là une connaissance des mathématiques que nos ancêtres ont tenu à nous faire savoir. Au-delà, il y a l'utilisation de la géométrie. La géométrie, elle va se retrouver à travers les doigts, parce que l'humain va essayer de compter. Je souligne et j'insiste pour dire qu'un nombre est un concept permettant d'évaluer, de comparer des quantités, mais aussi ordonner les éléments pour mieux appréhender l'univers. Et pour ça, la géométrie qu'on va retrouver à travers les doigts, on a parlé des nombres, mais on a parlé aussi des angles. Les angles existants entre les doigts, quand on les écarte, permettent de déterminer les angles des étoiles dans le ciel. C'est extrêmement important et nous savons que l'homme a toujours tenté de mesurer son environnement prochain et lointain. Pour cela, il a dû utiliser ce qui est en premier à sa portée, son corps. Alors, nous avons le pouce qui fait 2-3 cm, la paume qui fait 7 à 9 cm, la palme de 12 à 17 cm, le pied, la coudée, la brasse, la toise, etc. Tout ça pour bien montrer que cette main que nous avons est une empreinte. Et vous savez, quand on voit la main, on voit l'homme qui est derrière la main, on voit l'empreinte. Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité que une personne, un homme, est identifié par son empreinte, d'où cette main qu'il nous montre. Nous avons bien compris qu'une fois de plus, ils étaient très en avance. Euh, Nous verrons également que dans, au-delà de la main, nous avons vu les nombres que l'on vient de citer, la main qui est la prise en main, c'est-à-dire la portée, l'accessibilité que nous allons avoir du ciel et de tous les mystères. Ne perdons pas de vue que nous avions dit que nous autres, nous étions un homme, un être humain, c'est Muntu, qu'on peut dire aussi Montu. Montu, une tête, Montu, mais ça veut dire aussi dans la tête. Donc, Montu, c'est cette créature qui va se distinguer des autres par ce qu'il a dans la tête. Quoi donc? La connaissance, le savoir. C'est, je pense, cet ensemble de choses que nos ancêtres ont souhaité nous montrer, nous indiquer. Ils ont tenté de symboliser pour nous demander de regarder en dessous de façon à percevoir un certain nombre euh, de messages qu'ils nous envoyaient. Rechercher toujours et toujours ce qui se passe dans le ciel. Nos ancêtres nous le disent, mais Platon le dira, Socrate le reprendra, et d'ailleurs Démocrite dira, si vous voulez comprendre l'infiniment petit, regardez l'infiniment grand. Donc on y est, le message est net, ils n'ont pas fait de grands bouquins, mais ils ont laissé des traces de leur savoir, de leur connaissance. Finalement, ce drapeau-là est un édifice
est quelque chose d'énorme. C'est un testament que les ancêtres nous laissent pour que nous puissions ne pas oublier leur niveau, leur degré de développement intellectuel que nous avons aujourd'hui à appréhender, à savoir, à accepter, mais surtout ensuite à transmettre aux nôtres, car un peuple non instruit, un peuple non formé est un peuple couché. Il nous demande désormais de nous mettre debout, parce qu'un homme debout est un homme vrai, c'est un homme qui est à la mesure de ce qu'attend la création, et personne ne soumettra un homme debout. Voilà. Merci en tout cas. Alors, ma deuxième question aura deux volets. Alors, le premier volet, c'est celui de l'interprétation ancestrale de ce symbole-là. Et le deuxième volet portera sur le côté scientifique que nous pouvons avoir, toi et moi, sur ce symbole. Alors, le premier volet, pourquoi ils ont préféré qu'il y ait des étoiles? Pourquoi ils n'ont pas trouvé autre chose? On pourrait donner sur les 7 étoiles à la place de chacune étoile un arbre, par exemple, ou encore un animal, et j'en passe. Pourquoi ils ont choisi exactement que des étoiles? Ces anciens, pourquoi ils ont choisi que des étoiles plutôt que autre chose? Et le deuxième volet, c'est bon, quand on regarde la géométrie des étoiles, il y a une qui est au milieu et six autres étoiles autour de celle-ci. Celle qui est au milieu, pour moi, j'ai comme l'impression que a une signification tout autre que les six. Est-ce que vraiment ils ont eu une idée scientifique pour placer cette étoile au milieu, alors qu'on pouvait disposer de cette étoile comme on veut, hein, sur la paume. Encore pourquoi sur la paume de la main? Pourquoi ces étoiles ont été portées sur une paume de la main? Et la main droite, on voit une main droite. Est-ce que c'est la main droite qui a un sens beaucoup plus que la main gauche? Alors ce volet scientifique, je retiens encore une fois que les 6 étoiles constituent, si on relie chaque étoile aux deux autres de proche en proche, on trouve un hexagone et ces points sont placés à des distances égales l'une de l'autre. On trouve un hexagone avec une étoile centrale, tel que cet hexagone est régulier. C'est hallucinant. Cet hexagone est régulier, c'est-à-dire euh, le commande mortel, hein, le polygone régulier ici, ou hexagone qui est régulier, c'est un hexagone qui porte des sommets et les sommets sont placés sur un cercle. Alors c'est extraordinaire voir que les aïeux pensaient à cela, nos anciens pensaient à cela. Est-ce qu'il n'y a pas une signification scientifique à porter sur cette disposition astrale? Voilà, sachant que bon, tu as fait de la physique, l'astrophysique, tu peux avoir une explication là-dessus sur la disposition des étoiles sur la paume de la main. Voilà ma deuxième question qui a deux volets. Merci encore. En effet, quand on regarde ces armoiries, on peut tout de suite noter d'ailleurs une suite qui est très très logique. Je ne serais pas amené à m'exprimer sur les deux autres, c'est-à-dire Ngundu. Je signale simplement que ce Ngundu, il est frappé, en tout cas, il a 5 points dessus. Donc on voit ici le pentagramme, le pentagone. Je ne vais pas revenir dessus, il ne m'appartient pas d'en parler. Également, Chibila. Chibila, qui est un buisson, un, un bois, et donc un lieu où il y a des arbres. Et là encore, ça renvoie à quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est le buisson ardent,
mais également la caverne de Platon. Et on est très surpris de voir que, une fois de plus, il y a une grande logique dans cette culture et dans cette langue Vili, parce que les choses n'arrivent pas par hasard. Alors, on voit une belle allusion à Platon et Socrate sur la Chibila. Il y a aussi quelque chose d'intéressant sur le pentagramme, là aussi qui fait allusion au nombre d'or dont parle Pythagore. Ça veut dire tout simplement qu'on est là sur des nombres. Et nous savons tous l'importance et l'intérêt des nombres en matière de compréhension, en matière de spiritualité. Il faut noter tout simplement qu'un nombre est un concept permettant d'évaluer et de comparer des quantités, mais aussi d'ordonner des éléments pour mieux appréhender l'univers. Et quand on a dit ça, on voit déjà que là, les anciens se sont projetés déjà dans quelque chose de très grand que je vais revoir sur ce qui m'est autorisé à dire, à voir, à exprimer, c'est-à-dire mon avis sur ces armoires. Et alors, un certain nombre d'éléments qu'il faut relever tout de suite, c'est d'abord la couleur. Nous avons la couleur de ce drapeau qui est bleu, bleu roi. Ce bleu n'est pas pas un bleu banal. C'est important ça. Ça veut dire que une fois de plus, il était important de noter, de vérifier cette couleur bleue, suivie par une deuxième couleur qui est importante également, c'est le jaune, un jaune or. Des étoiles, ils auraient pu mettre ces étoiles dans une autre couleur, mais manifestement c'est jaune or. Enfin, un troisième élément, plutôt pas enfin, parce que nous avons un troisième élément qui est euh, la main. La main, puis enfin les étoiles. Alors, tous ces éléments ont une symbolique intéressante. Nous avons donc 4 éléments symboliques. Euh, la couleur, la main, les étoiles et les nombres. Et voyez-vous, dans ce drapeau, dans, dans cette allégorie, nous allons retrouver ici concentré la connaissance, le savoir ancestral Vili, qui démontre en fait un cercle complet que les ancêtres Vili vont nous suggérer, vont sous-tendre à travers ce symbole. Nous faisons carrément un tour de 360 degrés sur leur connaissance. D'abord, le bleu, c'est cette couleur que nous avons enlevée, c'est le bleu du ciel, euh, qui est une couleur qui a une haute importance, mais nous ne resterons pas très longtemps sur cette couleur-là, mais qu'on reconnaîtra qui est la couleur des rois, la couleur du respect du commandement, la couleur divine. Nous avons la couleur jaune, qui se situe au milieu du spectre de la vue, de la visibilité. Une fois de plus, c'est pas choisi par hasard, mais c'est pas un jaune banal, puisque c'est un jaune or. Et le jaune or rappelle le nombre d'or. Que vient faire le nombre d'or ici? Le nombre d'or, c'est ce qui permet de caractériser ou de mettre en équation l'harmonie, c'est-à-dire la beauté. Il semble que ces ancêtres-là avaient observé par leur contemplation la beauté du ciel, la beauté de la création, la beauté de l'univers. C'est ce message qu'ils essaient de nous envoyer, c'est ce patrimoine qui se sont efforcés de nous laisser, rappelant encore ce qu'a dit un grec, mais il disait, si vous voulez comprendre l'infiniment petit, il faut regarder l'infiniment grand. Euh, et là, c'était Démocrite. Mais un autre va dire également une chose, observez, regardez toujours et toujours le ciel, tout vient de là. Manifestement, les ancêtres Vili avaient dû entendre ces propos
qui avait été prononcé quelques siècles avant Jésus-Christ. Et je ne sais pas s'il les avait lus, s'il le savait avant, mais il y a certainement une relation entre ces gens. Essayer de le reprendre dans l'ordre. L'Ikand, la main. L'Ikanda a quelque chose de formidable, c'est que nous avons le symbole de ce qui est à portée, de la maîtrise, de la maîtrise d'œuvre. Et la main, c'est ce qui fait, c'est ce qui fabrique, c'est ce qui construit, ce qui réalise une œuvre. Et donc, il nous montrait par ce symbole qu'ils avaient la maîtrise d'œuvre, à ne pas confondre avec la maîtrise d'ouvrage, mais qui forcément a une relation, puisque la maîtrise d'œuvre décide et définit le programme, tandis que la maîtrise d'ouvrage réalise l'ouvrage, donc l'œuvre. Et une fois de plus, on voit le rapport qu'il y a dans cette connaissance, dans ce savoir et dans ce testament finalement qu'il nous laisse. Euh, Réaliser quoi? On a parlé de l'œuvre, oui. La main, c'est le symbole de ce qui fait, c'est de l'action. L'œuvre, l'œuvre d'art, l'œuvre divine. Ils connaissent aussi, à travers tout ça, le rapport liant les différentes parties à son tout. C'est-à-dire, nous avons la main, mais dans cette main, nous allons avoir des doigts, sinzal, sinzal. Et cette main va établir un rapport, une proportion entre les différentes parties du doigt qui sont ces parties déjà divisées en plusieurs autres parties, on le voit bien, on a la main, sur cette main on voit, donc c'est la paume, hein, donc on peut voir les différentes subdivisions de chaque doigt, montrant bien que là nous avons des fractions. Les doigts, nous en avons 5, et il existe une proportion entre le bout de chaque doigt permettant de retrouver un certain nombre d'éléments tels que une règle, puisque nous avons différentes parties, un compas, puisque avec le pouce comme centre et avec chacun des doigts, le bout de chaque doigt, on peut établir des cercles. Ces mêmes cercles, quand on fait le rapport de chaque périmètre avec son diamètre, on trouve rigoureusement la même chose, c'est-à-dire pi. Le savait-il? Peut-être, semble-t-il. Donc, on voit là qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Au-delà, nous nous rendons bien compte que avec ces rapports, on découvre ces proportions de Pythagore qui nous amènent à définir le triangle rectangle. Le triangle rectangle qui tout simplement se fait avec une corde à 12 nœuds. On peut réaliser un triangle rectangle avec une corde à 12 nœuds. Et cette corde à 12 nœuds, quand on l'a tirée en faisant 3 nœuds et 4 nœuds, nous allons nous retrouver avec 5 nœuds et on fait de cette façon un angle droit, donc un triangle rectangle. Le triangle rectangle nous permettra de réaliser un rectangle, c'est-à-dire un polygone. Donc, nous avons le tout premier polygone qui est fait avec les 3 angles. Et waouh! Alors, je disais que la main était constituée donc de 3 instruments importants qui sont le compas, l'équerre et la règle. L'équerre qui peut se faire avec le pouce et les autres doigts réunis. Nous avons pratiquement un angle droit, on peut le vérifier. Le compas pouvant être constitué par le pouce au centre et les autres doigts pour définir un cercle, c'est possible. Et enfin, plutôt la règle. La règle, c'est qui permet euh, d'établir des mesures. En fait, il faut savoir, et les mathématiciens le savent, le compas ne sert pas à faire que des cercles, mais ça sert à porter des proportions. Alors, maintenant, quand on a vu ça, on s'est rendu compte qu'il semble que nos ancêtres avaient voulu nous laisser des choses cachées. Et il fallait regarder le signe sous le symbole.
Et au-delà donc de ces instruments qu'on vient de voir, nous avons voir les nombres. Alors on a dit quelle est l'importance du nombre. Eh bien, ces nombres, ils en ont pris. Alors nous avons deux nombres, hein, et un autre qui est sous-jacent. Le premier nombre, c'est le nombre 5. 5 doigts de la main, 4 et 1. Ce 5-là, il définit le pentagramme, le pentagone, le pentagramme qui est censé apporter la chance, qui est une figure, un polygone qui peut être considéré comme parfait. Nous avons par ailleurs euh, le nombre 7. Alors 7 est un nombre Sambwali Mutivili. Sambwali est un nombre extrêmement important que les Vili connaissent depuis longtemps et ils voulaient nous l'indiquer. Ils nous l'indiquaient à travers les 7 jours de la semaine, Sambwali. On travaillait pendant 6 jours environ. Éventuellement, on s'arrêtait le septième. Alors, certains ont prétendu que non, mais c'est pas grave. Il reste quand même que nous avons, au-delà des mathématiques et des nombres, un lien qui est effectué avec l'astronomie pour dire qu'au-delà de la contemplation, de l'observation qu'ils font du ciel, donc ils font de l'astronomie, puisque c'est que la science qui permet d'étudier les mouvements des éléments qui sont dans le ciel et d'établir ensuite la relation entre ces éléments. Et là, nous allons avoir deux choses. Nous allons avoir l'astrologie, qui permettra de s'interroger sur l'impact que peut avoir les mouvements célestes sur la vie quotidienne et peut-être même de prévoir ce qui pourrait se passer. Donc on est là dans ce qu'on pourrait appeler une démarche divinatoire. Et puis nous avons l'astronomie qui est cette science qui va étudier ces mouvements, le mouvement de ces planètes, de ces éléments, et qui nous permettra surtout de définir ce qu'on appelle des cycles. Et le premier, le plus accessible aux ancêtres Vili, c'était tout simplement le mois. Chez les Vili et dans la plupart des peuples du monde, Ngondi signifie le mois. Ça dure 28 jours, qui correspond au mois, c'est vrai, Ngondi, mais qui correspond aussi au menstru d'une femme, 28 jours, c'est-à-dire euh, la période de la Lune, c'est 7 jours, comme nous en avons 4, eh bien on a 4 fois 7, 28, ça correspond bien à ce que l'on a prévu. Donc il nous faisait un clin d'œil sur ce nombre 7 qui a aussi une valeur importante sur un plan mystique, c'est vrai, mais on peut préciser aussi plus simplement que il existe 7 notes de musique, il existe aussi 7 couleurs. Donc ce nombre 7 est un nombre très important et manifestement, il nous faisait également un clin d'œil sur la numérologie, les mathématiques, et dans ces mathématiques, ils nous faisaient savoir leur bonne connaissance des nombres premiers, des suites arithmétiques et géométriques. Un exemple, quand on additionne tous les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on trouve combien? 28. On vient d'en parler. Donc on peut à ce jeu rester très longtemps pour montrer à quel point ce choix qu'ils font de ces nombres 5, nombre 7, n'est pas un choix qui est fortuit. Et là, il est sous-tendu un nombre qu'il ne donne pas, qui est 3, la Trinité, le foyer, qui permet à partir de ça de faire un triangle et à partir d'un triangle de réaliser la plupart des polygones, puisque avec deux triangles rectangles, on fait un carré long, un rectangle. En rajoutant, on peut faire comme ça un pentagone, un hexagone et ainsi de suite. Donc, on peut voir à travers tout ça que la connaissance de nos ancêtres en choisissant cette, ce symbole-là, ces armoiries-là, était aussi un message sur ce qu'ils savaient. C'était caché, mais c'est un message qu'ils essayaient de nous envoyer sur ce qui était caché, qu'ils avaient découvert
ce qui était enfoui dans le ciel, qu'ils connaissaient ce qui se passait dans le ciel, qu'ils avaient une idée de l'œuvre divine, sa réalisation, qui devait être un aller-retour entre ce qui était là-haut et ce qui était en bas, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Également au niveau de cette connaissance qui peut être réalisée par l'homme à la main, d'où la main de l'homme qui peut tenir, faire des choses, mais également ce qui lui est totalement inaccessible, hein, les étoiles qui sont loin, très très loin, mais pourtant ces étoiles sont dans sa main. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'homme s'échappe de sa condition et là aille dans le ciel, aille dans l'espace pour aller trouver des réponses aux réalisations qu'ils doivent faire. C'est la connaissance qui va permettre à l'homme de s'élever et à trouver une réalisation sur Terre. Et c'est ce message-là, à mon avis, qu'il nous transmet en y mettant de la couleur qui sont dans les deux cas, aussi bien pour le jaune que le bleu, des couleurs hautement symboliques, ainsi bien entendu que la main qu'ils vont présenter, puisque cette main, c'est une main droite. Or, la main droite, c'est elle qui a la force, elle qui a l'énergie, alors que la main gauche, elle guide, elle conduit, mais c'est pas elle qui frappe. C'est pour ça que quand on aura par exemple à tenir un clou ou un objet, on le tient de la main gauche et le maillet ou le marteau ou ce qui arrive pour frapper arrive avec la main droite. Donc on voit bien qu'ici, c'est la main de l'action qui est montrée, la main droite, avec tout ce que cela induit, tout ce que cela peut sous-tendre, et montrer que oui, nous avons, vous aurez, vous autres descendants, un travail à faire qui permettra d'aller des choses les plus élevées, la connaissance, le savoir, à ramener, mais surtout à transmettre aux autres qui, eux, auront la responsabilité non simplement de vous écouter, mais de faire. Et il ne faudra pas s'éloigner, il faudra rester ensemble. Donc, nous avons également là la notion du cycle. Le cycle qui est binaire, 1, 0, mais également le cycle qu'on voit à travers le 7, qui est l'achèvement de quelque chose, mais le renouveau d'une autre chose qui va revenir. Et là, nous avons également un mouvement cyclique. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais je terminerai par le fait suivant, c'est que la meilleure connaissance de notre culture, de ce que nous avons fait, relèvera et tiendra beaucoup de notre capacité à faire l'histoire des mots, essayer de comprendre et de décomposer le mot, en fait, faire l'étymologie du mot et l'histoire du mot. Et c'est vrai qu'on découvre des choses formidables dans ces mots. Je prendrai pour exemple le mot bouzitou, le respect, dans lequel on retrouvera le mot kusita, c'est-à-dire peser. Ça fait une notion de densité dans quelqu'un de respectueux, que bouzitou. C'est quelqu'un qui a de la densité. Mais quel rapport? Ben, le rapport, c'est qu'on estime que quelqu'un qui a de la densité, c'est quelqu'un qui a de la connaissance, qui connaît, qui sait. Et quand il connaît et quand on sait, on respecte le process, la procédure, la méthodologie. Et le respect de la méthodologie, c'est tout simplement le respect tout court. Donc on voit à quel point les mots Vili, la culture Vili, elle n'est jamais fortuite, elle n'est jamais, rien n'est fait au hasard. Chaque mot de cette langue a été savamment pensé, savamment choisi et renvoie à une extrême profondeur. Il faut le savoir, ceci peut être valable pour tout un tas de choses telles que le ciel, liilu, et le nez, liilu. Et quel rapport liilu, le ciel, le nez s'inspire, inspire des choses qui viennent de loin, on les sent, oui, mais donc on peut comme ça, bouilou, bouilou, liilou, bouilou, liilou. Et voilà, il y a une somme comme ça de mots importants, intéressants, sur lequel on pourrait se pencher pour voir à quel point chacun de ces mots se retrouvera plus tard dans d'autres langues et montrera à quel point il y a plusieurs millénaires que
nos ancêtres se sont penchés sur les choses importantes de l'humanité. Tenons, pour terminer, le mot sacré, sacrum, sacrement, que l'on retrouve chez nous, kusakmuna. Kusakmuna. Oui. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Jemune momone yumbi nzambi Funzambi nje kutelanga mbila Momone jemune Jemune momone yumbi nzambi Ebu kwa kutuwa muligulu Momone jemune Jemune momone yumbi nzambi Funzambi nje kutelanga bila Momone jemune Jemune momone yumbi nzambi Ebu kwa kutuwa muligulu Jemuna Jemuna Alfa bena banda kilanga tolu tumasumu Amwache buboye Jemune Papa bena baido fanga tolu tumasumu amwache ubwayete wamwana temune Jemune momone yumbi nzambi Funzambi nje kutelanga bila wamwana temune Jemune momone yumbi nzambi Kebu kwa kutuwa muligulu Jemuna Jemuna Ampa bena banda kilanga tolu tumasumu amwache ubwayete Jemune Papa bena baido fanga tolu tumasumu amwache ubwayete Jemune Chimbakala ubwayete Jemune Amwache ubwayete Jemune Kombo minu ubwayete Jemune Amwache ubwayete Jemune Mama minu ubwayete Jemune Njetate ubwayete Jemune Amwache ubwayete Jemune Lelu lelo olelo lye Jemune 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 Jeunda kilanga tolu tumasumu ete mbakal baje buli bwiliko Jemune Jemune Jeunda kilanga tolu tumasumu Fana keli fukulu malafu makumbalanga achikolo mumutani baje buli bwiko tolu tumusumwe baje buli bwilye tolu tumusumwe tubagalo nyulyo mubwenje kamba timbagalo mfoto mubwenje kamba andopito mubwenje kamba chikutu matunyulyo mubwenje kamba chikutu matunyulyo mubwenje kamba